Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la RPA, bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 7 mai 2021. À la présentation, vous êtes avec Bob Rugurika. Je vous propose les articulations de ce journal. L'ancien député Fabien Bantidianino, condamné à 1 an de prison et d'une amende de 100 000 francs burundais en jugement politisé selon l'avocat Lambert Nigarura. Et puis le gouvernement reconnaît une gestion chaotique du lac Tanganyika et annonce un plan de gestion intégré. Vous aurez les explications du porte-parole du gouvernement, M. Prosper Naogwami. Et puis la pénurie du sucre s'observe toujours dans différents coins du pays. La population burundaise évoque des conséquences multiples. Les détails, c'est dans quelques secondes. Bonjour, je vous le disais dans les titres, 1 an de prison et une amende de 100 000 francs burundais, telle est la peine prononcée ce vendredi par le tribunal de grande instance de Nahangwa à l'endroit de l'honorable Fabien Bantidianino, reconnu coupable d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de rébellion. Un procès qualifié de purement politique, du moins selon Maître Lambert Nigarura, qui estime que les charges retenues contre l'accusé ne correspondent pas à la condamnation. Les infractions qui ont été retenues, dont Bantidianino a été reconnu coupable par ce tribunal, et surtout la sanction, le verdict démontre suffisamment que le dossier Bantidianino est un dossier purement politique. Donc la justice burundaise vient encore une fois de se montrer incapable d'être indépendante face à la pression du régime en place, face au pouvoir exécutif. Nous dénonçons toujours cette attitude de la justice de ne pas vouloir appliquer la loi, parce que même une journée, même une seule nuit passée à la prison, c'est une injustice contre Bantidianino et c'est une injustice contre tous citoyens burundais qui ne partagent pas le même avis que les officiels burundais. Nous disons que aujourd'hui plus que jamais, la justice burundaise doit travailler en toute indépendance au lieu d'appliquer les décisions prises dans les différentes permanences du parti ou prises par le régime pouvoir exécutif. Maître Lambert Nigarura regrette le fait que le tribunal n'a pas pu trouver des preuves solides contre l'ancien député, mais également que le tribunal n'a pas eu le courage de le relâcher. Au regard de l'ampleur des infractions qui ont été reconnues contre Fabien Bantidianino, de leur gravité et au regard de la peine qui a été prononcée, visiblement le tribunal n'a pas pu trouver des motivations ou des arguments et non plus le tribunal n'a pas eu le courage de prendre une décision conséquente de le relaxer. C'est dommage, mais cela démontre finalement que la justice est prise en otage par le pouvoir exécutif. Fabien Bantidianino avait été arrêté en novembre 2020. Il avait été accusé de dénonciation calomnieuse et d'avoir voulu renverser les institutions de l'État. Et puis, page sécurité de ce journal. Le vice-président de la République donne des orientations dans le dossier des tueries commises en commune Rusaka de la province Mwaro dans la nuit du 16 au 17 avril cette année. Dans une descente effectuée le 28 avril au chef-lieu de la province Mwaro, Prosper Bazombanza semble vouloir dire qu'il faudrait chercher les assassins parmi les membres des partis de l'opposition. Suivez Prosper Bazombanza. bana yo bakira mu bwami bwayo injungu z'umutekano. Que Dieu, le Tout-Puissant, accueille les âmes de nos chers disparus. Ils sont des martyrs de l'insécurité dans notre province noire, mais qui soit les derniers. Assez, puisque c'est très choquant qu'une province qui n'a pas de frontière avec l'extérieur, une commune au fond du pays,
Lusaka soit attaquée et des personnes massacrées. Les auteurs n'étaient pas venus pour voler mais pour ôter la vie à des personnes qui n'ont pas créé. Il ne faut pas condamner seulement de tels actes, mais il faut aussi essayer de comprendre le point commun de ces criminels, qu'ils soient natifs de cette commune ou de cette province ou bien qu'ils soient venus d'ailleurs. Les enquêtes nous diront qui ils sont. muri abo basanga iyi komine muri asanga intara canke n'abandi bavuye ahandi manke kazotweka abana bibaje kuko n'ibintu by'umutekano n'ukumenya. C'est très choquant. Dans de tels cas de perturbation de la sécurité, il faut être clair. Comme affirmait tantôt M. Haonayo, qui connaît déjà l'identité des auteurs de ces massacres. À part les fonctions du chef des zones, il est également représentant du parti au pouvoir, le CNDD-FDD en commune Lusaka. Sauf les enfants qui n'avaient encore atteint l'âge d'adhérer au parti politique, tous ceux qui ont été tués étaient également membres du parti CNDD-FDD. Je ne dirais pas que c'est une simple coïncidence. Donc, il faudra que ceux qui ont chargé de faire des enquêtes tiennent compte de ça et se concentrent beaucoup sur ces liens. n'ibintu bihurirana bagikorerako cyane bose barabe yuko iryo sano ridafite icyo ryoba risigura. Avant son discours du vice-président de la République, le chef de zone, qui est en même temps responsable du parti CNDD-FDD à Lusaka, avait insinué publiquement que les militaires retraités seraient à l'origine de l'attaque qui a tué 7 personnes dans cette commune de Lusaka. Ce discours inquiète beaucoup les habitants de la place qui craignent un probable carnage et surtout que les autorités présentes ce jour-là ne sont pas intervenues pour apaiser les tensions. Suivez les témoignages d'un des habitants de Lusaka qui s'est entretenu avec nos collègues. Ce discours nous a vraiment pétrifiés. Nous attendons au pire. Au fait, c'est comme s'il leur donnait des directives à suivre. Le secrétaire général du CNDD-FDD, qui venait de perdre son fils et son domestique, a lui aussi pris la parole. Il crachait un tel venin que nous sommes restés sans voix. Il dit que la commune de Lusaka avait quelque chose de spécial, qu'il ne fallait donc pas la confondre avec des autres communes. Et pour prouver ces dires, il a rappelé que la commune de Lusaka enregistre 600 pensionnés. Il a ensuite révélé que l'attaque menée à son domicile était l'œuvre de personnes bien entraînées et formées. Au fait, c'est comme s'il a déjà établi des responsabilités. Pour conclure, il a demandé à ce que la commune de Lusaka reçoive le même traitement que celle de Muganda. Et nous ignore que c'est passé à Muganda. Ça nous a fait froid au dos. Comme vous le savez, les jeunes et les ex-femmes ont été tués. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est que le vice-président n'a rien fait pour tempérer ce discours incendiaire. Bref, c'est comme s'ils étaient venus afin d'inciter leurs partisans à massacrer la population. Une courte pause et nous parlons gouvernance dans ce journal. RPA. Environ 100 familles de la zone Buhoro en commune Mabaye de la province Cibitoke se trouvent depuis ce jeudi sans abri. À l'origine, l'administrateur de la dite commune aurait déployé un groupe d'Imbonerakure pour saccager, démolir et brûler les maisons de cette population sous prétexte qu'elle occupe des terres domaniales. Pourtant, le commissaire de la commune Mabaye avait refusé de soutenir l'administrateur dans l'accomplissement de cette tâche, arguant que cela relève de la prérogative de l'État. Une femme a été blessée par les Imbonerakure pendant cette destruction. Parlons travaux publics à présent. La paralysie du trafic sur la route nationale numéro 3, communément appelée Bujumbura-Rumonge, s'observe depuis ce jeudi soir. C'est suite à l'effondrement du pont de la rivière Kirasa en zone Gitaza de la commune Muhuta. Parmi les premières conséquences, l'on parle de la montée du prix du ticket de déplacement de Bujumbura à Rumonge. Celui-ci est parmi les usagers de cette route. abantu baraza ibyo zivuye Bujumbura zikatira ngaho byacitse zivuye mu Rumonge zikatira ngaho byacitse. Arrivés au niveau de la rivière Kirasa, les passagers, que ce soit ceux qui viennent de Bujumbura ou ceux qui viennent de Rumonge, descendent des véhicules et traversent le pont à pied. Le coût de déplacement est monté de 1000 francs.
On paie 2 000 francs pour le trajet Bujumbura jusqu'au niveau de la rivière Kirassa et 4 000 francs de la rivière Kirassa à Rumongue. Donc, 6 000 francs pour le trajet Bujumbura-Rumongue, alors qu'avoir l'effondrement de ce pont, il payait 5 000 francs seulement. Pour un bagage, tu paies doublement. Ce ne sont que des véhicules légers transportant des marchandises facilement transportables sur tête qui peuvent emprunter cette route. Pour joindre Rumongue, les poids lourds doivent désormais prendre la route nationale numéro 7. Les usagers craignent également l'effondrement de la quasi-totalité des ponts. Ils se basent sur le fait que le pont sur la rivière Kirassa semble figurer parmi les plus solides. Suivez encore une fois. C'est vraiment un problème grave. Il était parmi les ponts visiblement solides. Ce qui nous fait croire que même les autres ponts sont menacés et pourraient s'effondrer d'un moment à l'autre. Il faut que le gouvernement se réveille et entretienne les ponts sur cette route. Aujourd'hui, c'est le pont de la rivière Kirassa qui s'effondre, mais demain ça pourra être un autre pont et ça sera fini pour la RN3. Le trafic sera interrompu pour une très longue période. Pour rappel, les usagers de la RN3 n'ont cessé d'alerter sur l'état inquiétant des ponts sur ce tronçon, une situation qui vient d'ailleurs s'ajouter à l'état piteux de toute cette infrastructure dans son ensemble. Environnement toujours. Le littoral du lac Tanganyika doit être protégé et valorisé. C'est du moins le plan de gestion intégré de ce littoral présenté par le ministre de l'Environnement au Conseil des ministres tenu ce mercredi. C'est le constat fait par ce conseil qui trouve que le lac Tanganyika est géré d'une manière anarchique et irrationnelle. Suivez Prosper Naogwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le littoral du lac Tanganyika est géré d'une manière anarchique et irrationnelle. Afin d'y remédier, le ministère en charge de l'environnement a produit un plan d'aménagement intégré du littoral du lac Tanganyika qui tient compte des aspects environnementaux, touristiques et économiques. Ce document a pour mission d'orienter les décideurs, les investisseurs pour que le littoral du lac Tanganyika soit valorisé et protégé. Ce plan montre l'état des lieux du littoral du lac Tanganyika sur une distance de 35 km depuis la rivière Kagera 1 jusqu'à la rivière Kirassa, ainsi que les propositions schématiques des occupations diverses. Après échange et débat sur ce document, le Conseil des ministres a fait observer que le document mérite un approfondissement avec l'appui des experts des divers domaines. Il est nécessaire que les zones menacées soient bien surveillées pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infrastructures qui soient érigées. Les sinistrés des zones inondées ont besoin d'un appui et les ministères sectoriels sont appelés à intervenir dans les limites du cadre d'accompagnement du gouvernement. Le ministère en charge des infrastructures devrait tirer les conséquences du comportement actuel du lac Tanganyika pour que les infrastructures en cours d'étude ou en réalisation s'alignent sur des standards qui tiennent compte de la situation actuelle. Il faut des études d'assainissement des rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika pour le protéger contre la pollution et protéger les riverains de ces rivières. Le document plus approfondi sera amené en Conseil des ministres pour validation. Et puis, économie dans ce journal. La pénurie du sucre qui s'observe depuis ces derniers jours dans différentes provinces du pays commence à créer des problèmes dans les familles. Les parents ayant des enfants en bas âge peinent pour trouver de quoi les nourrir et les aliments préparés à base du sucre se vendent de plus en plus cher. Le point avec Danny Claire, il la trouve. En province Chibitoki, les habitants disent que le sucre est devenu très rare. Lorsqu'il est disponible sur le marché, un kilo s'achète entre 4 et 5 000 francs burundais. Pour cela, les parents se lamentent que les enfants ne prennent plus de petit déjeuner et certains d'entre eux vont à l'école sans avoir rien mis sous la dent. La problématique du sucre persiste ici à Chibitoki. 1 kilo de sucre s'achète entre 4 000 et 5 000 francs burundais. Même à ce prix, c'est difficile d'en trouver, et ce, à tous les marchés de la place. Nous, parents qui avons des enfants, qui doivent prendre le thé au petit déjeuner avant d'aller à l'école, vous comprenez qu'on est dans une impasse, surtout que même le pain commence à se faire rare, faute de sucre. À cause de cette pénurie du sucre, les prix de certains aliments comme le pain et les beignets, fait à base du sucre, ont été revus à la hausse, ce qui ne facilite pas les parents.
Presque le prix de tous les articles fabriqués à base du sucre a grimpé. Imaginez-vous un beignet qui d'habitude coûtait 200 francs bout, s'achète aujourd'hui à 500 francs bout. Comment allons-nous nous en sortir? Ces problèmes liés à la pénurie du sucre se remarquent aussi dans différentes localités du pays, au grand étonnement de certains citoyens qui ne s'expliquent pas où va tout le sucre produit par la Sosumo, vu que cette dernière ne cesse d'affirmer que ses stocks sont pleins. Et toujours à propos de cette pénurie du sucre, 2 tonnes de sucre qui étaient destinées à la zone Nyakabiga mairie de Bujumbura ont été saisies dans la nuit de ce jeudi. Cette quantité qui avait été détournée a été saisie au quartier Tcharama. Cela se passe au moment où il y a manque criant du sucre dans tout le pays. Suivez Renova Sindayihebura, administrateur de la commune Mukaza. Au niveau de la zone Nyakabiga, on avait sélectionné 2 commerçants défaillants. Alors, ce commerçant défaillant a pu récupérer le sucre au niveau de la Sosumo et nous avons eu des alertes de la part de l'administration de base que le sucre n'est pas parvenu à la zone Nyakabiga. On a commencé les enquêtes. C'est là où, en menant des enquêtes, nous avons appréhendé en premier lieu le propriétaire du véhicule qui a déplacé le sucre de la Sosumo jusqu'à l'hôpital des régions où ils ont commencé à échanger le sucre avec d'autres véhicules et d'autres commerçants. Le véhicule a traversé la zone de Rohiro pour aller à Ndagara vers Kinama. On a dû appréhender toutes les personnes qui ont collaboré au niveau du transport de cette quantité de sucre. En dernier lieu, on a retrouvé celui qui a acheté le sucre au niveau de Tcharama, mais on ne l'a pas trouvé à la maison. On a trouvé les 2 personnes qui étaient dans cette parcelle. Et par après, ceux qui avaient produit ce sucre ont vu qu'il n'y a pas vraiment moyen d'échapper. Et ils ont dû chercher le commissaire de police au niveau communal pour lui remettre le sucre. Et c'est à 7 heures le matin qu'ils ont amené le sucre au niveau de la zone Nyakabiga. Alors la décision qu'on a prise, c'est que cette quantité de sucre était destinée aux habitants de la zone Nyakabiga et c'est eux qui doivent en bénéficier. La société sucrière de Mosso avait commencé à distribuer le sucre aux grossistes depuis ce mercredi. Toutefois, cette denrée restait très rare. Pour être servi, les consommateurs font de longues files devant les magasins où personne ne reçoit plus d'1 kilogramme. Et cela montre que la problématique de pénurie du sucre n'a pas encore trouvé de solution. Une courte pause et nous entamons la rubrique Société. RPA. Augmentation des cas de vol nocturnes ces derniers jours au quartier Bouiza près de Nyakabiga, c'est en mairie de Bujumbura. Les voleurs dérobent les biens des passants qu'ils croisent ou alors ils les frappent très sérieusement. Les détails avec Elsie Mugisha. Les voleurs dérobent plus les téléphones portables et l'argent. Les habitants du quartier Bwiza, côté proche du quartier Nyakabiga 2, indiquent que ces voleurs perturbent leur sécurité. Cet habitant révèle qu'à partir de 22 heures, les gens n'osent plus circuler. Les vols sont devenus très courants ici à la limite de Nyakabiga et Bwiza. Ces voleurs attendent les gens la nuit vers 22 heures et ils volent leur téléphone et argent. Le cas le plus récent est celui de mon ami. Ils lui ont pris son téléphone et son portefeuille. Ces voleurs sont nombreux et ils volent les gens à partir de 22 heures. Vraiment, ils créent de l'insécurité et c'est grave. Quand ces voleurs ne trouvent pas à dérober, la personne est sérieusement tabassée. Ces habitants demandent que la localité soit dotée d'éclairage public et des agents de sécurité pour que les gens circulent librement. Quand ils trouvent que tu n'as pas d'argent ni de téléphone, ils te frappent comme on frappe un serpent. Nous demandons que cet endroit soit éclairé pour que ceux qui se déplacent à pied la nuit soient protégés et que ces vols nocturnes cessent. De plus, nous voulons que les agents de la sécurité soient mis en place pour que la sécurité de la population soit assurée. Les sources de la RPA dans la zone Bwiza et Nyakabiga indiquent que ces groupes de voleurs se multiplient jour après jour. La RPA n'a pas pu joindre les chefs des zones Bwiza et Nyakabiga, de même que l'administrateur de Mukaza. Et à présent, hors de nos frontières, parlons la vie des réfugiés burundais. Inquiétude au sein des Burundais réfugiés au camp de Mahama, situé au Rwanda, suite à la mise en application depuis ce jeudi de la nouvelle mesure du Haut Commissariat pour les réfugiés qui les répartit en catégories selon le degré de leur vulnérabilité.
Certains réfugiés qui se retrouvent dans la catégorie de ceux qui ne vont plus bénéficier d'aide indiquent qu'ils ne voient pas comment ils vont survivre et prendre en charge les familles car ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Le point avec Francine Mahoro. Le HCR, en collaboration avec l'OPAM, ont classé les réfugiés en 3 catégories. Selon le communiqué du HCR sorti à la fin du mois d'avril 2021, la première catégorie comprend les réfugiés les plus vulnérables. La deuxième catégorie englobe ce qui nécessite un peu d'aide, tandis que la troisième catégorie réunit les réfugiés qui ne sont pas vulnérables, donc qui sont aptes de pouvoir à leurs besoins. Pour le moment, bon nombre de réfugiés déplorent cette mesure, surtout qu'ils jugent cette catégorisation très biaisée. Nous sommes une famille de 7 personnes, dont 5 petits garçons, tous de moins de 5 ans. Nous nous sommes retrouvés dans la 3e catégorie des réfugiés, celle des personnes qui ne vont pas bénéficier de l'aide alimentaire. D'après eux, notre famille devrait également comprendre 2 filles pour bénéficier de cette aide. Nous, les parents, nous n'avons pas de travail. Étant donné la situation dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas faire partie de cette catégorie. Nous déplorons que ceux qui ont d'autres sources de revenus, telles que les boutiques ou du travail, ont été classés dans les 2 premières catégories de réfugiés et vont bénéficier de l'aide alimentaire. Et a été informé que cette mesure entre en vigueur avec ce mois de mai. Ces réfugiés craignent de mourir de faim, d'autant plus que le PAM et le HCR ne leur ont rien communiqué sur le sort les réservé. Selon les règles, l'aide aux réfugiés est distribuée en date du 4 jusqu'au 6 de chaque début du mois. Mais ce qui est déplorable, c'est que cette mesure est sortie sans nous avoir avertis et que ces ONG ne nous ont non plus dit comment nous allons survivre. Le grand problème, c'est que nous allons mourir de faim, au vu et au su de la communauté internationale. Les élèves vont abandonner l'école et vont par la suite s'adonner à la drogue, au banditisme à cause de la faim. Ces réfugiés en cas de Mahama demandent au HCR de surseoir sur cette mesure, du moins en attendant qu'ils puissent trouver un autre moyen de survie. Nous demandons au HCR d'arrêter de catégoriser les réfugiés car la faim fait très mal. Nous demandons également au HCR de suspendre cette mesure ou bien de la revoir en octroyant les moyens financiers à ces réfugiés de la 3e catégorie afin que ces derniers puissent exercer des activités génératrices de revenus pour survivre. Et à propos, Elise Villechalane, porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés au Rwanda, indique que cette méthode a été appliquée dans le but de venir en aide aux plus vulnérables. Selon elle, 81% des réfugiés vont continuer à bénéficier d'une assistance car les autres ont des activités génératrices de revenus qui peuvent les aider à subvenir à leurs besoins. Targeting method, c'est pour apporter un peu d'équité dans l'accès à l'assistance. Suite à un socio-economic profiling, donc un recensement économique et social de la population réfugiée, il est apparu qu'environ 9% de la population réfugiée dans le pays bénéficiait déjà d'un income. La plupart des personnes concernées par justement le retrait de cette assistance sont des personnes qui ont déjà une activité rémunérée, une activité régulière. Et ça ne concerne que 9% des réfugiés. Ils sont considérés comme self-reliant, c'est-à-dire qu'ils peuvent couvrir leurs besoins de manière indépendante parce qu'ils ont déjà un revenu. Il y a ensuite une autre catégorie, environ 10%, qui ont un income, donc un revenu qui n'est pas régulier et pour lesquels ils recevront une assistance partielle. Et enfin, 80% des réfugiés sont extrêmement vulnérables. Cela veut dire que les personnes très vulnérables recevront l'entièreté de la ration alimentaire. Les personnes modérément vulnérables recevront 50% de la ration alimentaire, qui est déjà une augmentation par rapport aux distributions qui avaient été faites en mars. Et les réfugiés catégorisés dans la partie de la population qui est la moins vulnérable et qui peut couvrir ses besoins, à ce moment-là, seront justement retirés des listes d'assistance alimentaire parce que justement, nous devons concentrer nos efforts pour apporter plus d'équité et apporter une réponse adaptée à ces personnes qui sont les plus vulnérables et pour lesquelles, encore une fois, l'assistance alimentaire est vitale puisqu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Elise Villechalane ajoute également qu'au cas où il y aurait un réfugié qui n'est pas du tout satisfait ou encore qui trouve qu'il a été injustement mis dans une ou telle autre catégorie, le concerné peut faire recours auprès du HCR car la décision n'est pas définitive.
Quand on a une situation face à laquelle les financements ne sont pas suffisants, alors il est complètement injuste de couper l'assistance alimentaire pour tout le monde de la même manière. Le PAM et le HCR ont travaillé main dans la main avec les autorités pour mettre en place cette méthode de ciblage, et c'est à travers une approche communautaire que les informations sur la population ont été collectées. Maintenant, pour les personnes qui justement pensent qu'elles n'ont pas été leur situation n'a pas été évaluée de manière objective et qui souhaiteraient faire un appel, alors il y a un mécanisme de recours qui a été mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision définitive. Ils ont la possibilité de faire appel. Et il y a une hotline, mais également des bulk SMS, donc des messages qui sont envoyés à tous les réfugiés pour les informer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle et à la technique. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. À la présentation, vous étiez avec Bob Rugurika. Je vous souhaite de passer un bon week-end et surtout, restez prudents.